Un second débat d'actualité, les chiffres vertigineux de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église sont un électrochoc pour toute la société française, que l'on soit ou non croyant. Cécile Cixous. Vous devez payer pour tous ces crimes. Face caméra, François Deveau ne mâche pas ses mots envers l'Église. Figure des victimes de violences sexuelles de la part de religieux, il a salué le travail de la commission Sauvé. C'est de l'enfer dont vous revenez, vous, membres de la commission. Vous apportez enfin aux victimes une reconnaissance institutionnelle de toute la responsabilité de l'Église. Au terme de 3 ans d'enquête et de centaines d'auditions, la commission dévoile des chiffres terrifiants. 330 000 mineurs auraient été agressés entre 1950 et 2020 par des personnels de l'Église. Un choc pour le président de la Conférence des évêques de France, Éric Moulin-Beaufort. Ce qui est mis à jour est effrayant et doit être mis vraiment à jour jusqu'au bout. Et donc le pardon que je le demande de tout mon cœur. Nous avons encore à travailler pour pouvoir demander ce pardon, non pas simplement aux quelques personnes qui sont là et que je connais, mais à l'immensité du nombre de celles et de ceux qui ont été évoqués. Jean-Marc Sauvé a présenté 45 recommandations, parmi lesquelles un contrôle des casiers judiciaires des prêtres ou encore l'éloignement systématique des agresseurs, mais surtout la remise à plat des procédures de justice interne à l'Église. Il faut que l'Église catholique s'empare de à la fois nos analyses, l'état des lieux, les propositions, et que, en lien avec les fidèles catholiques, en interaction avec le corps social, elles prennent les mesures qui s'imposent. Jean-Marc Sauvé passe le témoin à l'Église, mais aussi à la commission indépendante sur l'inceste et aux violences sexuelles faites aux enfants, créée en janvier 2021. Voilà, on débat maintenant autour de la remise de ce rapport de la commission Sauvé et puis de ses conséquences plus générales dans la société française. Je vous présente mes invités. Laurence Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice de l'Oise, vice-présidente du Sénat, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Andrea Bescon, bonsoir. Bonsoir. Autrice, réalisatrice, comédienne. Votre pièce suivie d'un film, Les Chatouilles, la danse de la colère, raconte votre histoire et a donné du courage à beaucoup d'autres victimes de pédophilie. Je peux en témoigner pour les avoir vus, venir vous parler à la fin de vos spectacles. Vous publiez « Et si on se parlait ?» un petit livre pour aider les enfants à parler de tout sans tabou. C'est chez HarperCollins. Bonsoir Édouard Durand. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes juge des enfants et coprésident de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles envers les enfants. Et puis avec nous en visioconférence, j'accueille également Muriel Salmona, qui est psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Laetitia Krupa est évidemment toujours à mes côtés, l'éditorialiste de Sens Public. Alors il y a d'abord ces chiffres qu'on entend depuis ce matin et que je voudrais rappeler. Et derrière ces chiffres, il y a autant de douleurs, d'enfants brisés, de familles qui sont fracturées, 216 000 mineurs agressés par des hommes d'église, 330 000 jeunes victimes si l'on ajoute les faits commis par des laïcs missionnés par l'institution religieuse. Andrea Bescon, comment vous avez réagi en entendant Jean-Marc Sauvé ce matin, en entendant ces chiffres ? Je n'ai pas été surprise. Je trouve le travail honorable, le travail d'enquête honorable et très important. Et c'est formidable de pouvoir chiffrer concrètement, mais on savait que ces chiffres-là existaient. Enfin, je suis absolument pas surprise de ça. Ça fait des années qu'on sait que la pédocriminalité est un fléau sans bornes, sans frontières, sans culture, sans niveau social. Donc l'Église, là, cette enquête, elle représente aussi le fléau au sein de cette société, tout simplement. Et donc ces chiffres-là, on les connaît depuis longtemps. Je veux dire, un enfant sur 5 victime de violences sexuelles par le Conseil de l'Europe, ça a été étudié il y a bien des années. Le hashtag MeTooInceste, les plus de 90 000 témoignages sur Twitter. Je me souviens entendre tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, ces chiffres effroyables, incroyables. Il faut les croire, parce que ça fait longtemps que ça existe et c'est toujours là. Et
il faut le traiter maintenant vraiment, avec des actes. Et ce sera évidemment l'un des thèmes de cette émission et de ce débat. Laurence Rossignol, est-ce que finalement l'ampleur de ces chiffres, est-ce que ça dit quelque chose de systémique? Est-ce que vous employez ce terme-là? Oui, je crois que c'est systémique. Et d'abord, je voudrais saluer le travail qui a été fait par la commission présidée par Jean-Marc Sauvé, qui est un travail d'enquête, d'analyse et d'expertise absolument remarquable, et de préconisation. Et d'écoute aussi. D'enquête, écoute. Voilà, d'écoute, qu'un travail remarquable. Il est clair que c'est systémique, parce que c'est pas simplement une somme de faits individuels, une somme d'auteurs et de victimes. C'est une institution dans laquelle la prédation sexuelle a été tolérée. On n'a pas écouté les victimes, on ne les a pas aidées, l'Église ne les a pas aidées, elle ne les a pas considérées, et elle n'a rien fait pour prévenir d'autres victimes. Parce que au-delà du fait, de la somme des faits, il y a toute la complicité. Je voudrais faire juste une remarque en début d'émission, parce que il se trouve que l'Église catholique a la spécificité de porter une parole péremptoire souvent sur les questions de sexualité. L'Église catholique a un point de vue très clair sur ce qu'est une bonne sexualité, une sexualité conforme et une mauvaise sexualité, sur ce que les femmes peuvent ou ne peuvent pas faire avec leur corps. L'avortement, la contraception, l'homosexualité, tout ça fait partie des messages que l'Église inflige à toute notre société et qui parfois influencent le politique également. Et je crois qu'à minima, à l'issue de ce travail, c'est peut-être pas ce que la commission souhaitait en faire, mais moi, de mon point de vue, je suis dans l'obligation de dire que je considère que l'Église est disqualifiée pour parler de la sexualité des autres après ce travail-là, pour aller identifier ce qu'est une sexualité dans le péché ou une sexualité hors du péché, pour infliger aux femmes, comme ça a été fait pendant des années, le non-recours à l'avortement, pour infliger aux femmes une sexualité qui est une sexualité de contrainte. Et aujourd'hui, l'Église serait bien inspirée de ne plus s'exprimer sur ce que doit être la sexualité des femmes et des hommes, que s'agisse de l'homosexualité ou du droit des femmes à disposer de leur corps. Édouard Durand, vous, je le rappelle, coprésidez avec la travailleuse sociale Nathalie Mathieu cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles envers les enfants. Peut-être ce qui vous rapproche de la commission Sauvé, c'est quoi? L'écoute? Est-ce que c'est le terme qui vous viendrait en premier? Oui, vous avez raison. Assurément, ce qui est commun à ces deux commissions est probablement très inédit, c'est le fait qu'une instance officielle soit chargée de recueillir la parole des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. L'Église de France a donné l'exemple. Elle l'a donné d'elle-même. Et elle a inspiré l'État. Il faut maintenant qu'elle inspire les autres institutions, parce que je ne vois pas de raison que ce qui se produit dans l'Église ne se produise pas dans les autres institutions. Aujourd'hui, ce qu'il faut, ce n'est pas... Mais toutes les autres institutions, l'école, le sport, la famille, les autres religions, la danse... Oui, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de culture. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Église qu'il faut regarder, ce sont les enfants. Est-ce qu'on attaque l'Église ou est-ce qu'on protège les enfants? C'est très important, parce que mon rôle de juge des enfants et mon rôle de président de cette commission indépendante est de toujours focaliser l'attention sur la façon dont nous envisageons notre devoir de protection des enfants. Et ce chiffre de 10% de la population, je suis d'accord avec Andrea Bescon et avec Laurence Rossignol, il ne nous surprend pas. Il a toujours été minimisé. Il a toujours été minimisé par toutes les institutions. 70% des plaintes déposées pour des violences sexuelles sont classées sans suite. Ceci signifie que non seulement l'Église, mais les enseignants, les parents, les juges ne croient pas un être humain qui dit « j'ai été violé ». C'est ceci qu'il faut changer, quelle que soit l'institution à laquelle on appartient. Et ce rapport, qui se fonde sur la parole des victimes que Jean-Marc Sauvé et son équipe a entendu, comme les personnes que nous entendons depuis que nous sommes désignés le 23 janvier, est extrêmement fort. Parce que la légitimité vient, et c'est une des formes de légitimité,
la plus importante de l'expérience des personnes qui ont été confrontées non seulement à la violence, mais à la réponse que leur a donnée la société lorsqu'elles ont appelé à l'aide. Et souvent, cette réponse a été inadéquate. C'est ça ce qu'il faut changer. Il me semble que vous oubliez le bout du processus, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut écouter, vous avez raison Thomas, ensuite, il faut prendre les plaintes au sérieux et ne pas les classer sans suite, mais ensuite, une fois qu'on est au tribunal, vous n'allez pas au bout. Quand la personne est là, la personne coupable est là, il y a très peu de condamnations, dans le cas notamment d'inceste intrafamiliaux. Donc pourquoi, monsieur, la justice ne punit pas de façon ferme et définitive, même pour symbole sociétal, ces hommes, puisque en général ce sont des hommes fautifs? Je suis assez d'accord avec vous, à ceci près que le carrefour stratégique, c'est le moment des poursuites. Ce que nous voyons, c'est que dès lors que des poursuites sont engagées, dans la plupart des cas, la condamnation suit. Mais vous avez raison, on a 160 000 enfants chaque année en France victimes de violences sexuelles, 70% de classement sans suite violences sexuelles faites aux mineurs et aux adultes, essentiellement des femmes, et à peu près 1000 condamnations par an. Un écart abyssal dans la chaîne de la protection. Et ce qui importe, c'est de repérer comment fonctionne cette chaîne du point de départ au point d'aboutissement. C'est-à-dire que le point de départ, c'est la façon dont un adulte est en capacité d'inspirer confiance à un enfant pour que l'enfant se dise à elle, à lui, je peux dire parce qu'elle va me croire, il va me croire. Oui, mais à ce moment-là, c'est extrêmement important. C'est un investissement citoyen. Il faut que chaque adulte prenne conscience que c'est citoyen, en fait, de réagir pour un enfant qui est en situation de maltraitance ou de vulnérabilité ou d'agression. Mais effectivement, il faut que le système suive derrière. Ce que vous soulignez est très important. Je veux dire, par exemple, là, les quelques prêtres très âgés, certainement, dont les faits seraient prescrits ou non prescrits, enfin prescrits en l'occurrence, mais vont mourir de leur belle mort sans être inquiétés. Je dirais, ils ne transpirent pas ce soir. Ces messieurs-là, ils se disent, oula, on parle de nous. Demain après-demain sera oublié, on ne va pas se mentir. Ça va être comme à chaque fois qu'il y a eu des grands chocs, mais qui sont un choc pendant 24 heures. Et puis après, on va faire des Grenelles, puis des commissions, puis des réunions, et puis des numéros verts. Et puis finalement, l'action au sein, même quand le juge Durand parle de l'enfance, qu'il faut se projeter sur l'enfance et regarder l'enfance et écouter l'enfance, déjà d'abord, pourquoi on a absolument pas de prévention au sein de l'éducation nationale, que cette prévention contre les violences, sans dire que les enfants vont être agressés, je veux dire, il ne faut pas que ce soit anxiogène, évidemment, mais parler aux enfants de leurs droits, de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, nommer les choses, c'est très important. Et pour l'instant, l'État, alors vous parlez de l'État, que c'était un exemple, que l'Église a montré l'exemple à l'État. Il me semble que l'État ne s'empare pas du tout du fléau comme il le devrait depuis des années. Maintenant, il y a des commissions très importantes et je néglige pas le travail d'enquête et de témoignage qui est mis en avant. Par contre, je reproche à l'État de ne pas accompagner ces plateformes de témoignage de réelles mesures et surtout concernant clairement les enfants et pouvoir protéger les enfants. Et Laurence Rossignol et Édouard Durand, vous avez envie de répondre. Et puis jusqu'après, je n'oublie pas évidemment que Muriel Salmona est avec nous et j'ai beaucoup de questions à vous poser dans un court instant. Muriel Salmona, Laurence Rossignol. Oui, je pense qu'il y a une culture pénale et aussi un code pénal qui sont très défavorables à la parole des victimes de violences sexuelles, qu'il s'agisse des femmes ou des enfants. D'abord, il y a toujours une suspicion de mensonge. Ah oui. Il n'y a pas une présomption de crédibilité. La suspicion l'emporte sur la présomption de crédibilité. C'est-à-dire qu'en fait, quand une femme ou un enfant dénonce, on se demande en ce qui concerne la femme pourquoi elle le fait, quel est son intérêt à le faire, on cherche une raison cachée. Et sur l'enfant, il y a tout un discours autour de la parole de l'enfant, qui d'ailleurs souvent est celui de la manipulation des mères. Les mères sont soupçonnées de manipuler. Et donc, la parole de l'enfant et la parole des femmes n'est pas crue a priori. Donc, il faut commencer par les croire. Ministre, qu'est-ce que vous n'avez pas pu actionner à ce moment-là, puisque ce que dit Andrea, c'est aussi un peu une pierre dans le jardin de toutes celles et ceux qui ont été ministres. J'ai été ministre et j'ai travaillé aussi bien avec Édouard Durand qu'avec Andrea. J'étais à un autre moment. À un autre moment. À ce moment-là, j'ai porté ce que je pouvais porter. C'est avant MeToo. C'est avant MeToo. C'est avant MeToo. Le premier plan contre les violences faites aux enfants. Mais on ne parle pas tous en même temps. Je ne vais pas faire mon bilan et me dédouaner. J'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là.
ça dans une société qui n'était pas consciente et sensible et sensibilisée comme elle l'est aujourd'hui à ces sujets. Vous savez, il y a avant MeToo et après MeToo. Bien sûr. Depuis MeToo, le MeToo des femmes, le MeToo de l'inceste, le MeToo gay, le MeToo de la pédocriminalité, la parole a jailli. À l'époque, quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai envie de dire, j'ai fait ce que j'ai pu, pas seul, grâce à des gens comme Édouard Durand, avec lequel déjà on avait travaillé sur l'allongement de la prescription. On va en parler de la prescription. Édouard Durand, un mot de réponse à Andrea, et puis ensuite je vais interroger Muriel Salmona. Merci beaucoup, c'est important. Oui, ce que je voudrais dire très simplement, c'est que la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a une double vocation qui est recueillir la parole des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance pour construire une politique publique. Et je voudrais dire un mot sur ça. Recueillir la parole, c'est important. Les personnes nous disent, que nous rencontrons autour d'une table comme celle-ci, ou qui nous téléphonent ou nous écrivent, nous disent « Vous ne savez pas le bien que ça me fait que ma parole soit entendue par une instance publique. » Il y a une différence entre Twitter et être auditionné par une commission qui représente la société et une volonté publique. Ça, c'est une première chose. Et quand on se donne pour objectif de recueillir cette parole, on va jusqu'au bout. On le fait. Et la seconde chose, c'est que respecter cette parole, c'est la respecter jusqu'à construire une politique publique de protection qui se fonde sur cette parole. Mais ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Mais cet objectif n'attendra pas 2 ans. C'est ce que je veux dire, naturellement. Comptez sur moi pour que, dès que nous aurons des préconisations à faire, et nous en aurons dans quelques jours, et notamment sur les mères confrontées à la justice lorsqu'elles révèlent des faits d'inceste, parce que c'est un fait extrêmement préoccupant. Nous sommes saisis très massivement de faits de ce genre. Excusez-moi de vous couper, particulièrement français. Il me semble que dans beaucoup de pays, l'aliénation parentale était quand même assez éradiquée, mais très très française. Vous avez raison. Ouais. Il y a, de toute façon, les mécanismes de déni sont présents partout. Il y a quelque chose chez l'humain qui se dit ceci ne doit pas exister, et donc qui ne veut pas le voir. Et il faut... C'est la conviction que je tire de 20 ans d'audience de juge des enfants. Il faut que la loi le dise. Il faut que la loi soit plus impérative pour fixer des pratiques professionnelles qui seront réellement protectrices. Muriel Salmona, je vous donne la parole, comme promis. Est-ce qu'on peut quand même espérer que la parole des victimes se libère de plus en plus? Parce que, Andrea Bescon disait, on a un peu le sentiment que, à chaque fois, on emploie les mêmes termes, électrochocs, vertigineux, et puis que rien ne change. Est-ce que vous avez le sentiment que chaque affaire, chaque scandale, chaque commission permet à la parole de se libérer? Alors, moi je voudrais vraiment dire à quel point les victimes parlent et parlent depuis longtemps avec un courage incroyable, qu'elles sont montées au créneau, que s'il y a toutes ces commissions, que ce soit la commission Sauvé, que ce soit la Civise, c'est bien grâce aux victimes, c'est grâce à toute la mobilisation des victimes, c'est elles qui font le boulot, en quelque sorte. Donc elle parle. Après, c'est l'écoute. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de cette parole, comment on la légitime, comment on la reçoit, et puis comment on va la chercher aussi. Parce qu'il y a les femmes qui parlent, qui souvent ont le pouvoir de parler, ont la possibilité de parler et qui parlent pour les autres et qui sont soutenues. Et puis, il y a toutes les victimes qui ne peuvent pas parler parce qu'elles sont trop précarisées, trop vulnérables, parce qu'elles sont handicapées, en situation de handicap lourd. Et celles-là, c'est celles justement qui subissent le plus de violences. Et donc, il faut se dire que tous les chiffres sont minimisés parce que les victimes, les personnes qui subissent le plus de violences, c'est celles qui sont jamais entendues en quelque sorte ou jamais recherchées par les enquêtes. Donc ça, il faut vraiment changer la donne pour aller vers ces personnes et les protéger. Et puis il est absolument essentiel, effectivement, que la justice suive, que l'impunité soit combattue et que surtout l'État fasse un peu comme l'Église, donc il est bien obligé de le faire, reconnaisse ses responsabilités, reconnaisse ses défaillances, reconnaisse qu'elle n'a pas rempli ses obligations pour prévenir ces violences qui sont des crimes, comme le dit la Cour européenne, des crimes graves, dégradants, inhumains, cruels. C'est même de plus en plus considéré comme des tortures au niveau international, et qu'il y a une obligation pour suivre, une obligation de protéger les victimes,
de poursuivre les agresseurs et de les condamner. Et que là, il y a une faillite totale. Et là, il faudrait vraiment que les pouvoirs publics vraiment mettent en place des mesures énormes pour changer cette situation. On ne peut pas continuer à vivre dans une société où il y a autant de violences sexuelles. Muriel Salmona, je vous propose d'écouter le témoignage de l'une des 330 000 victimes recensées par la CIAZ, la Commission Sauvé. Elle s'appelle Marie-Claire Sylvestre. Elle a été abusée sexuellement par un prêtre qui était aussi son oncle, et elle a gardé ce secret enfoui jusqu'en 2008. On l'écoute. Moi, j'aurais bien aimé recevoir, bon, peut-être pas un coup de fil, mais moi, un petit mail, madame, voilà. Jamais rien, personne n'est venu vers moi, et pourtant, je me suis manifestée. Ça, je trouve ça... J'admets pas, parce que la reconnaissance, elle n'y est pas, elle est globale. Il faudrait une reconnaissance individuelle. Ah, ben oui, ça prend beaucoup de temps, mais je sais pas, mais c'est quand même aux évêques et aux clercs à se manifester, c'est quand même, ils sont quand même représentants de l'institution. Muriel Salmona, cette absence de reconnaissance, alors évidemment, on disait que c'était systémique, donc il y a une logique, mais que peuvent faire justement les prêtres ou l'institution religieuse aujourd'hui? On va commencer à parler de la réparation dans ce débat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre regard de psychologue, de psychiatre? Alors, ce que j'en pense, c'est que la reconnaissance est très importante, c'est clair, mais elle est loin de suffire. Alors, il faut qu'elle soit réelle, cette reconnaissance authentique, qu'elle prenne en compte la réalité de ce qu'ont subi les victimes, mais elle doit s'accompagner absolument d'un respect des droits des victimes, à être prise en charge, à être aidée, soutenue, à être réparée. La prise en charge sociale est aussi extrêmement importante. La prise en charge en termes de santé est essentielle. Ces violences ont des conséquences psychotraumatiques extrêmement lourdes à long terme et représentent une perte de chance énorme en termes de santé mentale et physique, avec vraiment des risques de suicide, de dépression, de conduite addictive, de troubles anxieux très, très lourds et de troubles cardiovasculaires, immunitaires. Enfin, vraiment, c'est des conséquences, c'est des vies dévastées. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, Jean-Marc Sauvé en a parlé, de toutes les victimes qui ne sont plus là, c'est avoir subi des violences, particulièrement des violences sexuelles dans l'enfance, c'est la première cause de suicide. Il y a un risque de 20 ans d'espérance de vie en moins. Donc la perte de chance est énorme. Donc la reconnaissance, oui, mais il faut absolument agir pour respecter les droits des personnes, éviter cette perte de chance, et puis surtout éviter la réitération. Enfin, je veux dire, les victimes, quand elles parlent parce qu'elles veulent la justice, elles veulent être reconnues, mais elles veulent aussi que les autres victimes ne subissent pas ce qu'elles ont subi, n'aient pas cette vie fracassée. Et donc, elles parlent pour les autres, elles prennent leur courage à deux mains pour se battre pour toutes les autres victimes. Et il faut en oublier aucune. Restez avec nous, Muriel Salmona. Andrea Bescon, parler pour les autres victimes, c'est aussi votre démarche depuis. Alors, c'est vrai que quand... J'avais porté plainte, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont déroulées dans un ordre très différent, mais j'avais porté plainte effectivement pour protéger les petites filles de la personne qui m'avait violée quand j'étais enfant. Et quand tout m'est vraiment revenu, parce que j'avais une amnésie traumatique jusqu'à ce que je commence un peu les relations sexuelles, tout m'est revenu en fait. Donc l'amnésie traumatique dont parlerait Muriel beaucoup mieux que moi, mais qui est le cas pour 4 victimes sur 10 quand même. Donc au bout d'un moment on oublie tout et puis ça peut revenir. Mais enfin bref, quand j'ai porté plainte, c'est pour ces petites filles. Ensuite, quand j'ai écrit, je l'ai fait pour moi parce que je n'allais pas mieux. C'est-à-dire que j'étais en cour d'assises, l'agresseur a été condamné. Finalement, j'ai une réponse. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la réponse de la justice. Cet homme-là est parti en prison. Et puis, en fait, je suis ressortie de là en me disant, mais je vais toujours aussi mal. Je ne savais pas pourquoi. Je ne connaissais pas tout le travail de Muriel Salmona ni d'autres associations et d'autres travaux. Mais donc, j'avais besoin de m'y pencher. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la résilience, tout ça, c'est une histoire d'étapes. Mais c'est une accumulation d'étapes. Ça ne suffit pas que de parler. Ça ne suffit pas que d'avoir une réponse de justice. Ça ne suffit pas que d'avoir été entendu. Tout, c'est global, en fait. C'est une remontée globale de la réparation. Et effectivement, après, l'écriture du spectacle, je l'avais fait un peu pour moi, et parce que j'en avais besoin.
Et je me suis rendu compte, je n'avais jamais touché du doigt ce fléau et je ne savais pas, vraiment pas, à quoi je touchais quand en 2012 j'ai écrit ça. Et je pensais être la seule au monde, en fait. Et je me suis rendu compte qu'on était à peu près un enfant sur 5 selon le Conseil de l'Europe à avoir subi des agressions sexuelles donc, dans notre enfance. Donc effectivement, on parle aussi pour protéger les autres parce que c'est vraiment extrêmement important puisqu'on sait, comme soulignait Muriel, on est passé toutes et tous par ces mêmes systèmes d'autodestruction, d'addiction, de conduite suicidaire, conduite à risque. Voilà, je suis passée par la drogue, l'alcool, vraiment tout ça en très peu de temps. Donc vraiment, on peut toutes et tous témoigner de ça. Il y a un endroit, quand je vous dis on perd quelque chose, on le perd vraiment et c'est pour toujours. Maintenant, on peut se reconstruire, mais on a perdu quelque chose. Il faut parler pour les autres, oui, mais il faut arrêter les injonctions aussi. On fait comme on peut aussi avec ce qu'on nous a infligé. Ensuite, je crois, mais c'est tout à fait personnel, je crois qu'il est important de porter plainte, même si malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas la réponse pénale dont on aurait besoin et dont les victimes, que les victimes devraient recevoir. Mais porter plainte même pour chiffrer, on le voit là aujourd'hui, c'est important de chiffrer, on a peut-être besoin de chiffrer constamment. Maintenant, j'espère, Monsieur Durand, que vous dites vrai et que des préconisations pour les enfants vont être très, 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 très vite adoptées pour la protection. Moi, je sais pas, enfin, je doute pas de vous, je doute du système français, parce que la révolte #MeTooInceste a été vraiment tuée dans l'œuf avec une loi Billon qui n'a pas répondu à l'exigence du fléau. Donc voilà, j'ai perdu confiance, moi, en l'État français par rapport à ce fléau de la pédocriminalité et de l'inceste. Donc j'attends impatiemment des actes. Oui, on parle pour les autres. Justement, nous sommes des dizaines, des centaines, des milliers, bien des millions de victimes à raconter ce qu'on a subi, à le faire porter à nos familles, à le faire porter à nos entourages. Voilà, c'est quelque chose de très fort de faire ça dans la vie. Pour l'instant, la France ne s'empare pas du fléau comme elle le devrait, alors que le #MeTooInceste, par exemple, c'est quelque chose c'est sans précédent. Ça n'est arrivé nulle part ailleurs. Et chiffrer des victimes et entendre des victimes, ça date pas d'hier. Même si évidemment, c'est important de les analyser, de tout répertorier et de préconiser des choses à la suite de cette étude. Mais vraiment, là, on sait quand même ce qu'on peut mettre tout de suite en action aujourd'hui pour protéger les enfants. Pourquoi attendre ? Dans ce que vous dites, il y a cette inertie politique. Oui. On parlait avec Quentin Calmet tout de suite. Bonsoir Quentin. Bonsoir Thomas. En se concentrant sur les travaux qui ont été menés au Sénat sur ces violences sexuelles sur mineurs. C'est vrai que c'est un débat qui est monté aussi avec l'opinion. Vous disiez les hashtags et on a vu aussi ce débat monter au Sénat. Il y a eu une pétition qui a été publiée en octobre. C'était en octobre 2018, une pétition de l'hebdomadaire Témoignages chrétiens qui demande la création d'une mission parlementaire, d'une commission d'enquête, une demande relayée à ce moment-là par les sénateurs socialistes qui proposent une telle commission au Sénat. Sauf que la droite ici refuse en avançant un argument technique. Les commissions parlementaires ne peuvent pas enquêter sur les affaires judiciaires en cours. Écoutez la sénatrice LR Catherine Deroche. Commission d'enquête, ça avait été clairement dit par le président Bas à l'époque, ce n'était pas possible dans la mesure où il y a le procès Barbarin qui était en cours, qui portait sur le même sujet, contrairement à l'affaire Benalla. Donc on ne pouvait pas faire de commission d'enquête, ça n'aurait pas été recevable. En revanche, on avait dit, on ne fera pas que l'Église, mais on fera l'Église, mais pas que l'Église. L'argument avait été jugé un peu court, notamment par la gauche, car il est vrai qu'il est arrivé qu'on enquête au Sénat sur des sujets où il y a des enquêtes judiciaires, comme par exemple l'usine Lubrizol ou l'affaire Benalla, bien sûr. Mais le sujet de l'Église, en fait, c'est très sensible pour la majorité de la droite et du centre ici. Les sénateurs avaient donc étendu leur travail à toutes les institutions qui reçoivent des enfants, avec à la clé des dizaines de recommandations, mais on en a retenu 2 qui étaient saillantes à l'époque. Ils voulaient, ces sénateurs, que l'on contrôle davantage les personnes qui encadrent ces enfants. Il voulait également l'amélioration de la formation des professionnels qui pourraient recueillir la parole des victimes d'actes sexuels. Des mesures qui, pour certaines, ne sont toujours pas appliquées, nous a dit l'une des co-rapporteurs, Dominique Vérien.
On se rend compte qu'il y a un système pour les colonies de vacances automatique qui est très simple et étonnamment, on ne saurait pas mettre ce système en place pour les clubs de sport, pour les écoles, pour les communes. Je ne comprends pas pourquoi. Ça ne dépend pas de la loi. À mon avis, c'est plus du réglementaire. Il faut se bouger. Mais plus on sera conscient du danger et plus on saura mettre les moyens pour lutter contre. Voilà, les sénateurs qui vont pouvoir se pencher à nouveau sur ce sujet puisqu'un projet de loi porté par Adrien Taquet arrive au Sénat bientôt au mois d'octobre. Merci beaucoup, merci Quentin Calmet. Laetitia Krupa, je me tourne vers vous parce que s'il y a défaillance ou inertie politique, c'est souvent du côté de la société civile, mais aussi des artistes, on en parlait avec Andrea, et du cinéma qu'il faut se tourner. Ce qui est intéressant, c'est que, oui, voilà, c'est ça, c'est que le cinéma a révélé, s'est emparé de 2 scandales de pédophilie, notamment ça a commencé aux États-Unis en 2015, et ils ont quand même attendu 13 ans, entre les révélations du Boston Globe sur toutes ces affaires de pédophiles, et Spotlight sort en 2015, et primé ensuite de 2 Oscars l'année suivante, mais on découvre en 2018 que, à nouveau, des scandales de pédophilie éclaboussent 300 prêtres en Pennsylvanie. Donc finalement, le clergé n'a pas fait le travail, n'a pas fait le ménage. En France, qu'est-ce qui s'est passé? C'était beaucoup plus rapproché dans le temps et c'était même concomitant. C'est-à-dire qu'il y a le film de François Ozon, Grâce à Dieu, qui s'empare de l'affaire du père Prénat, dite affaire Barbarin par la suite. Et alors, l'Église a tout fait pour empêcher la sortie de ce film, parce que, au motif qu'effectivement l'affaire était en cours, le film est tout de même sorti, a été primé à Berlin, et quand il a reçu son prix, François Ozon a dit « Je veux partager ce prix avec les hommes libres qui m'ont inspiré » en citant toutes les victimes du père Prénat. Et bien sûr que le cinéma s'empare de ces sujets et fait pression avec la société civile sur les politiques et notamment sur l'Église. Parce qu'il me semble que, parce que la pression était très forte, l'Église a décidé, monsieur, vous disiez, l'Église donne l'exemple à l'État, mais c'est parce que l'opinion publique a fait pression sur l'Église depuis la lettre du pape, et donc l'Église, très bien, s'est sentie un peu obligée effectivement de faire un mea culpa. Merci Laetitia. Il nous reste moins de 10 minutes et je voudrais qu'on consacre du temps à la question de la prescription. Et sur cet aspect du débat, on va écouter, pour lancer ce chapitre, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. C'était en janvier dernier, il est en séance au Sénat. Nous envisageons l'imprescriptibilité des crimes qui nous réunissent aujourd'hui. Il faudra qu'on envisage l'imprescriptibilité d'autres crimes. Pourquoi pas l'imprescriptibilité des meurtres, des assassinats, où il y a aussi des victimes, de vraies victimes bien sûr, comme dans toutes ces infractions absolument atroces. Il y a aussi la question du dépérissement de la preuve, bien évidemment. Un certain nombre de très hauts magistrats de ce pays se sont exprimés sur cette question, sont défavorables à l'imprescriptibilité. Il y a aussi l'idée même de ce qu'est la prescription. Il a fallu des millénaires pour que notre société civilisée envisage ce qu'est la prescription. Elle a aussi un certain nombre d'avantages sociétaux, qu'on ne peut pas, sous le coup de l'émotion, balayer d'un revers de manche. Andrea, est-ce qu'on vous demandait que ces crimes pédophiles deviennent imprescriptibles? Le garde des Sceaux mais j'écoutais le garde des Sceaux et bon, après ce monsieur a quand même dit à l'Assemblée qu'une tante de 18 ans pouvait sortir avec son neveu de 16 sans que ça pose aucun problème. Bon, c'est quelqu'un qui a une drôle de façon de penser. Je ne tiens jamais trop de... Enfin, je sais pas, je ne comprends pas cet homme. Donc après, sur la prescription, en effet, je pense qu'on est dans un état de droit et non de justice majoritairement. Et moi, évidemment, je suis pour l'imprescriptibilité. Bon, moi, j'étais victime de violence, donc forcément. En plus, on a ce regard-là. Mais pour déjà l'amnésie traumatique dont je vous parlais, qui est reconnue scientifiquement et dont beaucoup de victimes sont aussi doublement victimes, du coup, de cet oubli, puis de ce retour de souvenirs. Donc parfois, malheureusement, on n'a plus le temps de porter plainte. Maintenant, c'est pour un problème d'impunité aussi. C'est combien de temps après C'est 30 ans après la majorité, mais il faut avoir moins de 38 ans en 2018, parce que vous savez, c'est pas rétroactif les lois. Donc la loi Schiappa en 2018 a offert cette perspective, ce rallongement des délais. Mais voilà, moi ce qui me chagrine beaucoup, c'est évidemment l'écoute des victimes, une réponse pénale, une réponse de justice, mais aussi l'impunité des agresseurs et de voir à quel point la société des adultes se serre les coudes pour être sûr de ne pas faire trop de vagues. Et malheureusement, cette prescription, elle offre une totale impunité
d'impunité. Et d'ailleurs, on évoquait les prêtres tout à l'heure, certainement très âgés, mais qui vont aller tranquillement vivre leur belle mort sans être inquiétés par qui que ce soit en ayant violé des enfants. Oui, puisque la commission Sauvé, c'était de 1950 à 2020. On verra les suites judiciaires. Muriel Salmona, pourquoi, selon vous, il faut rendre ces crimes pédophiles imprescriptibles? C'est quoi ce cheminement traumatique dont parlait Andrea? Alors déjà, je voudrais rappeler que le Conseil de l'Europe recommande à tous les pays européens de mettre en place une imprescriptibilité. Donc, et que devant des crimes aussi graves, avec des conséquences aussi longues, aussi destructrices, et avec un caractère systémique, comme on l'a vu, je veux dire, c'est des crimes qui ont vraiment une spécificité. Et en plus, il y a effectivement, ces crimes entraînent de tels troubles psychotraumatiques, c'est quand même les crimes qui entraînent le plus de troubles psychotraumatiques, et le cerveau met en place une stratégie de survie, en fait, qui déconnecte les émotions et déconnecte le circuit de la mémoire. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des amnésies traumatiques dissociatives qui peuvent durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et dans le rapport de la SIAZ, on le voit bien à quel point c'est omniprésent, mais tous les souvenirs reviennent à un moment donné et les gens revivent à l'identique avec la mémoire traumatique la torture de ces violences. Dernière chose qui est vraiment très importante, c'est que les agresseurs souvent font de très nombreuses victimes, ils font des carrières de prédateurs, et donc c'est aussi l'imprescriptibilité, c'est aussi une façon très efficace de lutter contre l'impunité et de prévenir de nouvelles violences. Il faut pas oublier cette réalité-là. Et encore une toute petite chose, le dépérissement des preuves, c'est quand même assez fou d'entendre cet argument-là, alors que c'est quasiment ce qu'on sert aux victimes si elles viennent 72 heures après le viol, ou une semaine après, ou un mois après, ou un an après. 74% de classement sans suite pour des faits criminels. Donc on est tout le temps en train de renvoyer aux victimes qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, alors qu'on pourrait tout à fait, c'est le travail que je fais avec le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui est en Europe en ce moment, et pour vraiment faire en sorte que l'analyse médico-légale des troubles psychotraumatiques soit reconnue. Et qu'on aussi, on a aussi la possibilité... Je voudrais, pardon, je vous interromps, je suis vraiment désolé de le faire, Muriel Salmona, mais il nous reste moins de 3 minutes, je voudrais entendre sur cette question de la prescription à la fois Édouard Durand et Laurence Rossignol. La question judiciaire, effectivement, le dépérissement des preuves, est-ce que c'est un argument recevable, ça ? Je ne crois pas. En tout cas, je ne le retiendrai pas pour ma part. Ce qui compte, c'est en effet, dès les premières révélations de violence, que les premiers actes d'enquête permettent de recueillir toutes les preuves possibles. Et qu'au cours de l'enquête, il soit envisagé de recueillir toutes les preuves possibles, qui peuvent être des preuves matérielles, mais qui sont aussi des preuves dans l'ordre du traumatisme, des preuves de l'ordre de l'audition de l'enfant victime ou de la personne victime adulte, et de l'audition de l'entourage proche, puisque en effet, il peut y avoir plusieurs victimes. Et on voit que, avec la formation des gendarmes, par exemple, la commission était à Rosny-sous-Bois aujourd'hui, au fort de la gendarmerie, où il y a un programme de formation sur l'audition des enfants victimes. On peut progresser considérablement et donc recueillir des preuves. Ensuite, il y a un point qui est très important pour moi, que l'on dise pour de bonnes raisons, on ne peut pas avoir l'imprescriptibilité. On peut en discuter, mais pas pour de mauvaises raisons. Parce qu'on dit souvent, la prescription a été conçue pour garantir la paix sociale. En réalité, ce qui a été conçu pour garantir la paix sociale, c'est de rendre la justice. Mais oui. Et ça, c'est absolument essentiel. Merci beaucoup. Laurence Rossignol, sur ce même thème, pour conclure. Écoutez, moi, j'ai lancé fin 2016, début 2017, la première mission sur la question de la prescription, et justement en raison des crimes sexuels commis sur les mineurs. Je pense qu'on viendra à l'imprescriptibilité, c'est inéluctable maintenant. On a allongé 10 ans, 2 ans après la mission que j'avais lancée, la prescription était allongée de 10 ans, et c'est un combat que portent les associations, les personnalités engagées. On y viendra. En même temps, dernier mot, pardon. En même temps, j'espère moi qu'on jugera les auteurs avant que la victime ait 48 ans ou avant qu'elle ait 58 ans. Parce que ce que révèle aussi notre débat sur la prescription, c'est notre fragilité
à juger, à entendre des victimes, les poursuivre les auteurs et les condamner. Merci beaucoup. Du vivant des auteurs et pendant que les victimes peuvent encore être réparées. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à Muriel Salmona, évidemment.